C'est un problème. Il faut que j'arrive à comprendre ça et à y voir clair. Si le président Trump constate que tous les sondages auxquels il adhère et qu'il reconnaît comme exacts, et que sa base le soutient dans les proportions dont vous parlez, on pourrait croire que ce serait une évidence, qu'il emprunterait automatiquement cette voie. Et pourtant, ça ne s'est pas produit. Je vais vous demander pourquoi dans un instant. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que Tucker Carlson était dans l'émission il y a quelques semaines. Il a dit avoir eu une conversation similaire avec Trump juste avant qu'il parle de tout ça. Il lui a exposé toutes les raisons pour lesquelles il ne fallait surtout pas déclencher cette guerre. Et pourtant, il l'a fait quand même. Il se passe quelque chose, là, que je pense que nous ne voyons tous pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans son propre intérêt, qui relève de son domaine de prédilection et qu'il ne saisit pas? Pourquoi? Exactement. Et je pense que mon interprétation a été la suivante. D'ailleurs, CBS 60 Minutes Australia a interviewé les auteurs du livre Regime Change, qui viennent tout juste de l'écrire. Ils ont confirmé beaucoup de choses dont nous avons parlé, concernant l'évolution radicale du comportement de Trump dans sa prise de décision, entre son premier mandat et son deuxième, surtout au cours de la dernière année. Et c'est comme Trump l'a dit à Maggie Haberman, il voulait être perçu comme une figure napoléonienne. Donc ce qu'on a eu, en partie, c'est un changement de personnalité chez Trump. Non pas le président de la paix, non pas le président qui restaure l'Amérique, non pas l'Andrew Jackson, président de l'homme qui travaille, non pas Abraham Lincoln, restaurant la République, non pas Teddy Roosevelt, s'attaquant aux grands intérêts économiques, non pas le président de la paix de Reagan, d'Eisenhower et des républicains des années 20, mais plutôt Napoléon. Il veut être comme Napoléon. Et qu'a fait Napoléon? Il a étendu, élargi, accru, bâti un empire. Et ça, c'est la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est que ce désir d'avoir une vision, une ambition napoléonienne, est désormais amplifié par sa tendance à ne voir que le positif, sans aucun réalisme objectif pour le retenir. Son raisonnement motivé est aujourd'hui si puissant qu'il change de position selon ce qu'il veut. D'accord, s'il veut que A soit vrai, il inventera les faits 1, 2 et 3. S'il veut que B soit vrai, il inventera l'inverse des faits 1, 2 et 3. Mais il finit par y croire. Il fabule constamment désormais. Une fois qu'il s'est convaincu que d'accord, il veut y retourner, il se convaincra que seules les bonnes choses se produiront et que les mauvaises ne se produiront pas. Et tout cela est fait pour son ego. Ce n'est pas fait pour satisfaire une base politique. Ce n'est pas fait pour satisfaire une classe de donateurs. Ces choses ont peut-être compté à un moment, au début, mais plus maintenant. Il a suffisamment de données, suffisamment d'informations, suffisamment de retours pour savoir que politiquement, il n'y a qu'une seule stratégie intelligente ici. Se retirer. Pas escalader. Mais ce qu'il retient, c'est son ego. Il ne veut pas que le monde le voie, le considère comme un perdant. Il veut être perçu comme une figure napoléonienne. Et cela alimente ses fabulations et son état d'esprit, ivre de démence, dans lequel il retombe régulièrement. Et cela nous ramène sans cesse au conflit. Bon, disons qu'il l'a vraiment. S'il lui reste une quelconque capacité, même assez importante, oublions-le pleinement, ça c'est déjà hors de question. Mais s'il conserve une capacité cognitive suffisante pour faire des calculs, disons qu'il veut vraiment être un néo-Napoléon. Très bien. Mais il faut avoir les munitions pour y parvenir. Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans, revenir à des opérations à grande échelle, si vous n'avez pas les munitions, parce que vous pourriez être vaincu. Et là, vous n'avez même plus la possibilité de choisir le bon camp. Voici Mike Waltz, il y a quelques jours, qui donne une sorte de fausse excuse pour expliquer pourquoi ce n'est pas vraiment un problème. De nombreux stocks ont été épuisés
pas seulement à cause de ce que nous avons donné à l'Ukraine au cours des 4 ou 5 dernières années, peu importe le chiffre exact. L'administration a hérité d'une situation où les stocks étaient déjà réduits, non seulement à cause de l'Ukraine, mais aussi du combat en cours contre les outils sous l'administration Biden, ainsi que d'une armée affaiblie sous l'administration Biden. Ils ont donc décidé, premièrement, de se tourner vers de nouveaux types de munitions, moins coûteuses, et vers de nouvelles technologies. Mais aussi, grâce à ces nouveaux budgets de défense, de reconstruire notre grande armée. L'armée américaine, et je l'ai vérifié sous tous les angles, dispose de tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne aussi efficacement qu'elle doit l'être. D'accord, je vais vous le dire franchement, c'est complètement faux. Nous avons beaucoup de munitions. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour faire ce genre de choses ici. Et laissez-moi vous poser une question d'abord, plutôt d'ordre administratif. Trump croit-il ce que Mike Waltz disait, à savoir que nous avons toutes les munitions dont nous avons besoin? Parce qu'avant même de vous dire le reste, ça pourrait rendre le reste de ma déclaration sans objet. Eh bien, sa motivation psychologique tend à déclencher la fabulation. C'est pour ça que les gens qui traitent avec lui pendant le conflit iranien n'arrivent pas à passer outre ces fabulations. Alors je dis aux gens, inventez une fabulation qui nous permette d'en sortir, peu importe laquelle. N'importe quelle fausse histoire, n'importe quoi. C'est incroyable ce que vous avez fait. Les Iraniens vont vous construire une statue en or, Monsieur le Président. Ce sera merveilleux, comme celle que vous avez dans la bibliothèque que vous êtes en train de construire. Celle que vous avez déjà installée sur votre parcours de golf et qui a été bénie par des responsables religieux. Si ce n'était pas le signe que ce type perd la tête, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais la réalité ne parvient à l'atteindre que de temps en temps, de façon sporadique. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, c'est la différence entre quelqu'un quand il est sobre et quand il est ivre. Trump est parfois ivre de démence, et parfois sobre et sain d'esprit. Quand il est sobre et sain d'esprit, il comprend tout ça. Il comprend le risque politique, le risque économique, le risque militaire, le risque d'affrontement direct. Il comprend que l'Iran ne capitulera pas et qu'au contraire, il se défendra plus durement et ripostera plus sévèrement chaque fois qu'il l'attaquera militairement. Mais quand il entre dans cet état d'esprit de démence ivre, où il fabule que tout va très bien se passer et que rien de mauvais n'arrivera, c'était un peu comme dans la montée vers la guerre, quand il était là à répéter à Vance, « Tu ne sais pas de quoi tu parles ». Ils ne concluront jamais cet accord commercial. Ils ne le concluront jamais. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et lui, il y croyait. Littéralement, tous les autres dans la pièce lui avaient dit non. C'est exact, on va s'en approcher. Alors, les services de renseignement sont revenus la semaine dernière et leur ont dit que ça ne changeait rien. Les militaires le savaient déjà. Mais ce qui les a paniqués, c'est qu'ils ne pouvaient pas défendre leurs troupes. Ils ne pouvaient pas du tout défendre les bases. Le renseignement en temps réel signifiait qu'ils n'étaient qu'un groupe de cibles faciles. Ils ont donc toujours su que l'effort militaire n'aboutissait à rien. Ils pouvaient le voir en temps réel. Et ce n'est pas tout. Militairement, au début de la guerre, on frappait souvent des leurs. Ensuite, on a touché l'extérieur de l'une de ces grandes montagnes à missiles et ils l'ont simplement rouverte 24 ou 48 heures plus tard. Enfin, notre dernier sommet d'impuissance et d'incompétence, ça a été de frapper des ponts au-dessus de rivières asséchées pendant la saison sèche. On aurait dit que quelqu'un ne savait pas qu'on était en saison sèche. Les camions passent donc juste à côté de l'endroit où le pont a été détruit. Quelle arnaque! Quel gaspillage d'argent! On a dépensé quoi? 12 millions de dollars pour détruire un pont qu'ils vont réparer en 2 jours, avec quelques centaines de milliers de dollars, peut-être 10 000 dollars.
et dont il n'avait même pas besoin, de toute façon, puisqu'on n'est pas en saison des pluies. Qui fait les calculs là-bas? La plus grosse IA ou quelqu'un d'autre? Mais ils en sont conscients. Trump le sait. Ce que dit Waltz est un mensonge complet. Il invente sans arrêt. Il était tellement dingue dans son soutien à Israël que c'est pour ça qu'il a été écarté de son poste de conseiller à la sécurité nationale. Et pourtant, c'est cette administration qui a fait plus pour Israël que n'importe qui. Et ils pensent que Waltz est tellement dingue qu'ils ne peuvent pas le garder là. Donc, il ment, tout simplement. Ils ont mis Waltz en avant parce qu'il était prêt à mentir. Remarquez que Khan ne faisait pas ses interviews. Remarquez que Cooper ne les faisait pas. Remarquez que Vance ne les faisait pas. Ces gars-là ont un peu plus de mal à mentir avec un visage impassible sur ce genre de choses. Donc les limites militaires sont réelles. Mais ce qui préoccupe Trump, ce n'est pas tant ça. Trump se raconte dans sa tête. Nous avons la plus grande armée de tous les temps. On pourra régler ça rapidement. Même s'il sait que ce n'est pas vrai quand il est dans un état d'esprit lucide. Mais ce sont les pertes. Il n'aime pas les voir servir de cible facile. Il ne veut pas voir le nombre de victimes s'accumuler. C'est en partie pour ça qu'ils l'ont caché, et pas seulement au public. Ils l'ont caché à Trump. Combien de personnes ont été blessées dans ce conflit? La mort de Hegseth a été particulièrement mauvaise à cet égard. Ce sera l'une des choses qui le mettront dans l'embarras plus tard, si les démocrates reprennent la Chambre des représentants et le Sénat. Avez-vous une idée de ce que représente ce chiffre? Publiquement, nous avons dit qu'il y avait au total environ 500 blessés et 18 morts. Avez-vous des informations différentes? Le nombre de victimes se compte en milliers. Je sais qu'avant le début du conflit, ils pensaient avoir plus de 10 000 personnes gravement blessées, mais pas mortes, si cela durait plus de 6 mois. Ils pensaient que le nombre de morts se situerait autour de 10 à 19 000. Mais en ce qui concerne les victimes, c'est-à-dire uniquement les blessés, qu'ils ne sont pas obligés de déclarer immédiatement, ce que j'ai entendu, c'est que ce chiffre se compte déjà en milliers. Et ils ont simplement cherché à étouffer l'affaire autant que possible. Certaines blessures sont du genre qui permet de maintenir la personne en vie, mais ils ne s'attendent vraiment pas à ce qu'elle puisse retrouver des capacités normales. Soit elle gardera des handicaps, soit cela finira par entraîner la mort. Cela peut simplement arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'on parle de traumatismes cérébraux et de choses comme ça. Et ils ont gardé le silence sur tout cela autant que possible. C'est surtout Hegseth, plus que n'importe qui d'autre. Hegseth a menti du début à la fin sur l'ampleur de notre pénurie de munitions. Et Hegseth a menti du début à la fin sur le nombre de personnes blessées. Or, ils peuvent souvent maintenir certaines personnes hors des radars. Nous avons encore beaucoup de ces sous-traitants, vous savez, au Moyen-Orient. Donc, beaucoup de sous-traitants n'apparaissent pas officiellement sur certaines listes du Pentagone concernant les invalidités. Mais certains d'entre eux, enfin, je veux dire, je pense... Qui était-ce déjà? Ah, je crois que c'était Larry Johnson. Larry a parlé... Enfin, il y a 2 choses. D'abord, il y a environ 150 soignants qui sont envoyés par avion vers ce centre allemand. Enfin, c'est pas... À lui seul, ça signifie généralement quelque part autour de 500 victimes supplémentaires, graves ou très graves. Pas encore morts, mais il y a des victimes, ce qui revient au même. Et puis, je crois que Larry a appris par quelqu'un que l'un de ses marins était rentré chez lui après avoir été dans le Golfe et qu'il avait l'air émacié, comme s'il avait suivi un régime éthiopien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça suggère aussi des problèmes. Alors je suppose que davantage de ces problèmes vont remonter à la surface avec le temps. Mais Trump reste préoccupé par les victimes. Et c'est une bonne chose. Dieu merci.
Il est aussi préoccupé par le risque économique et par le risque politique. C'est son ego et ses capacités de décision amoindries qui restent les principaux obstacles à ce qu'il sorte de ce conflit, plutôt que de l'aggraver. Alors, laissez-moi vous poser cette question, parce que ce que vous avez décrit correspond à ce que nous avons vu. Par exemple, le président Trump, sobre et lucide, c'est celui qui a signé le protocole d'accord le 17 juin et qui a fait ce commentaire très rationnel. Écoutez, je ne voulais pas être Hoover et nous entraîner dans une dépression. Et nos réserves stratégiques de pétrole allaient tomber à un niveau dangereusement bas dans environ 4 semaines. Donc nous devions prendre cette décision. Et c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, ce Trump-là semble s'être rendormi, ou quelque chose comme ça. La question est donc la suivante. À quel moment quelqu'un d'autre dira-t-il « Écoutez, si le mauvais Trump décide de revenir à une guerre à grande échelle, alors que nous n'avons ni les munitions ni les armes, est-ce que quelqu'un finira par se lever et faire quelque chose? Démissionner, dire non publiquement, tirer la sonnette d'alarme ou quelque chose comme ça. Parce que voilà le problème. Là, on ne parle pas simplement d'une humiliation. Ce n'est pas seulement comme quitter l'Irak après, vous savez, 2011 ou l'Afghanistan après 20 ans. C'était humiliant, mais ça n'a rien coûté. Si on y retourne et qu'on fait ça, Robert, et qu'on prend ce qu'il reste de limité de nos moyens de frappe à longue portée, les bons, les JASSM et les Tomahawk, etc., on va les épuiser. Sinon, on va commencer à en retirer au commandement Indo-Pacifique ou à l'Europe. Et là, on sera à court partout, on ne pourra plus rien faire. Toute notre sécurité nationale sera en danger. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur, que ce soit dans l'administration ou au Pentagone, qui pourrait, à un moment donné, se dire « Si le mauvais Trump nous appelle pour faire quelque chose de suicidaire, il va falloir qu'on agisse. » Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé le week-end dernier. Trump a fait des allers-retours toute la semaine, mais à la fin, il était décidé à lancer une attaque massive. Il l'avait même autorisé, puis il a fait marche arrière. D'abord, je ne veux rien qui vienne empiéter sur l'apparition de vendredi. Puis, pendant le week-end, peut-être que je devrais reconsidérer toute cette affaire et voir ce qui se passe au cours de la semaine prochaine. C'est parce que Vance continue de faire pression pour que l'administration se retire. C'est pour ça qu'il est la cible permanente de toutes ces attaques. Pour ceux qui en doutent, il y a une raison à cette campagne constante contre Vance dans les médias de Murdoch et d'autres médias liés. C'est parce qu'ils savent qu'il est la seule voix qui plaide constamment pour le retrait, le retrait, le retrait. Et il devient de plus en plus doué pour apprendre à manœuvrer Trump. En gros, il faut le convaincre. Enfin, je l'ai dit à des gens, laissez Trump croire qu'il a gagné par magie et que les Iraniens sont, vous savez, tellement à bout qu'ils ne pourront jamais revenir dans 20 ans. Donc ça ne sert à rien de continuer à le pilonner, comme il faisait semblant de dire que Graham le lui avait conseillé à la fin, ce que Graham ne lui a absolument pas conseillé à la fin. Donc, ça m'a montré que c'était Vance, et Vance apprend à le manœuvrer. Et il a finalement réussi à faire intervenir Cooper et Kaine. Kaine a tendance à faire ce genre de choses. Bon, il y a l'option A et l'option B, il y a ce risque-ci et ce risque-là. Ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort avec cette version de Trump. Avec cette version de Trump, il faut lui dire, si on fait ça, on aura probablement 50 Américains morts de plus la semaine prochaine. Vous savez, il faut le dire comme ça. Et là, il est du genre, attendez une seconde. Peut-être, attendez quoi? Vous voyez, il faut que ce soit dramatique. Et finalement, Cooper s'est imposé, et d'autres aussi. Ils l'ont dit, vous savez, avec un langage plus agressif. C'est comme ça que Trump fonctionne aujourd'hui. Il faut être soigneusement manipulateur et de manière très sélective, agressif,
pour réussir à le mettre dans le bon état d'esprit. Et ils ont mis un peu de temps à comprendre que ce n'est plus le Trump d'il y a 5 ans, ni même d'il y a 2 ans. C'est un Trump différent, et il faut réagir différemment avec lui. Il faut le gérer différemment. Il faut reconnaître qu'on a affaire au roi Lear. Et comment amener le roi Lear à faire ce qui est juste, même si c'est pour de mauvaises raisons? Permettez-moi de poser la question évidente. On ne peut pas compter sur ces gens à ces hauts niveaux pour continuer pendant encore quelques années à essayer de comprendre comment manipuler ou parler au Trump qui sera réveillé à un moment donné. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses en jeu qui pourraient mal tourner. Eh bien, vous ne vous êtes jamais demandé ce qui se passerait si on avait un roi Lear comme président des États-Unis. Ça ne vous a jamais intrigué? Cette expérience de pensée? L'expérience de pensée, ça me va, mais bon sang. Oui, c'est une émission de télé-réalité. Je veux dire, pensez au drame. Vous savez, chaque mercredi suivant, les audiences vont grimper parce qu'on va peut-être vers une guerre nucléaire. Peut-être pas. Peut-être qu'on n'ira que vers une guerre nucléaire partielle. Oui, non, c'est terrifiant. C'est absolument totalement terrifiant. Vance a dit à des gens qu'il alternait entre les pleurs et le rire, parce qu'il n'y arrive pas. N'oubliez pas, Vance est un gamin. Il ne fait ça que depuis 3 ou 4 ans. Ce n'est pas du tout un homme politique de carrière. Je veux dire, il vient des Appalaches. Et dans cette partie des Appalaches, je crois qu'ils disent Appalachia là-haut, comme l'a expliqué Thomas Massey. Au nord, c'est Appalachia. Au sud, c'est Appalachia, ou l'inverse. C'est de là qu'il vient. Et le voilà, qui essaie de servir de babysitter à un président qui a l'état d'esprit d'un tout petit pour l'empêcher de se lancer dans les conflits les plus désastreux. Pas seulement des conflits militaires et armés, mais aussi des conflits économiques. C'est ça qui est si particulier. La guerre de Corée n'a pas posé de risque économique direct majeur pour l'économie mondiale. La guerre du Vietnam n'a pas représenté un risque mondial majeur. Même la guerre en Irak n'a pas posé de risque mondial majeur pour l'économie. Elle comportait un peu plus de risques économiques que les autres, mais rien de comparable à ce que représente une guerre avec l'Iran. Et ce n'est pas tout. Ça vous donne une idée de la folie de nos gens de l'État profond. Ils essayent de faire monter l'escalade entre la Russie et l'Ukraine. Ils essayent de faire monter l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Ils essaient aussi de faire monter l'escalade au Liban. Ils aimeraient qu'il y ait de nouveau une guerre civile entre le Liban et le Hezbollah. Ils aimeraient avoir la Syrie, le roi coupeur de tête impliqué, le président coupeur de tête au milieu de tout ça. Donc, pour rallumer une guerre civile en Syrie, ils essaient de rallumer une guerre civile en Irak. Ils veulent que ce premier ministre irakien s'en prenne aux milices chiites irakiennes. Ils ont contribué à provoquer le retour de la guerre entre le Yémen, les Houthis et l'Arabie saoudite, tout en menant toute cette folie vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Chine sur le plan économique, avec le projet de loi sur les sanctions, et vis-à-vis de la Russie et de l'Iran. Je veux dire, c'est une folie à un niveau tout simplement incroyable. Et c'est parce que la classe intellectuelle de l'État profond occidental, les intellectuels publics, est corrompue de façon profondément corrosive, et que le complexe militaro-industriel a une vision tellement à court terme qu'ils sont prêts à mettre le monde à feu et à sang, du moment que le trimestre suivant affiche le bon ratio de bénéfices. D'accord. J'ai envie de vous contredire, mais pendant que vous dites tout ça, je vois défiler dans ma tête les titres sur chacun de ces sujets. Alors oui, je le vois, ça se joue juste sous nos yeux. C'est évidemment une lutte titanesque pour le vice-président Vance s'il veut essayer de naviguer dans ce roi Lear. Il ne peut pas y arriver. Qui peut tenir tête à tout ça? Quelle chance avons-nous qu'une force ou qu'un groupe de personnes
puisse vraiment s'aventurer dans ce... Je ne sais même pas comment appeler ça, ce bourbier là-haut. Vous savez, l'ironie, c'est que nous allons devoir compter sur les 3 gouvernements concernés, que l'Occident a caricaturés comme irrationnels, déraisonnables et impérialistes. Il va falloir une combinaison de Poutine en Russie, de l'ayatollah en Iran et de Xi en Chine pour éviter que tout cela ne dégénère et n'explose à travers le monde. Parce que la Chine a elle-même un intérêt économique à préserver la stabilité mondiale des marchés pétroliers et la stabilité mondiale des marchés économiques. Son économie est aujourd'hui très tournée vers les exportations, car entre les confinements liés au Covid et l'effondrement de l'immobilier, elle ne parvient pas à obtenir la demande des consommateurs qu'elle espérait ou dont elle avait besoin. Alors, elle essaie de s'en sortir par les exportations, en maintenant la stabilité de l'emploi. Et le donnant-donnant entre le gouvernement et la population, c'est qu'il continuera à faire prospérer le pays. La Russie est juste, Poutine a clairement exposé les choses. Enfin, il continue de le pousser vers une ligne plus dure, vers une position plus dure. C'est de la folie sous stéroïdes. Mais l'Europe ne s'arrêtera pas. L'État profond américain ne s'arrêtera pas. Et quand vous avez un roi Lear à la tête des États-Unis, vous allez devoir compter sur tous ces autres dirigeants pour parvenir à garder le monde calme et éviter qu'il nous explose à la figure. C'est donc incroyable que ce soit d'eux que nous devions dépendre. À l'inverse, si vous devez compter sur 3 civilisations pour survivre, et pour nous aider tous à survivre au passage, miser sur les Russes, les Perses et les Chinois n'est probablement pas une si mauvaise chose. Waouh! Je n'aurais jamais pensé devoir m'entendre approuver quelque chose dans une déclaration comme celle-là pour nous aider. Mais encore une fois, c'est difficile de contester ce que vous dites. Et la dernière chose dont je veux parler aujourd'hui est directement liée à ce que vous venez de dire. Si Zelensky et Netanyahou sont en ville en ce moment, c'est à cause du roi, pourrait-on dire, de cette cabale de gens-là. Lindsey Graham, aujourd'hui décédé. Et laissez-moi vous montrer ce court extrait sonore, tiré, je crois, d'un documentaire qui était en cours de tournage. Il résume assez bien ce que ces gens-là valorisent. Pratiquement tout ce qu'ils avaient a désormais été mis hors d'état de nuire. Leur stock de missiles diminue fortement. Regardez ce qu'on a fait ici. J'en ai presque pleuré. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on pousse pour ça? Vous poussez cette idée depuis des années, n'est-ce pas? Exactement. Ça y est, j'ai parlé à Trump ce matin. Eh bien, il est remonté à bloc. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Il adore faire exploser des trucs. Donc vous savez, beaucoup de gens en interne ne voulaient pas le faire. J'ai donc eu mes difficultés. Mais le président Trump, quand il se met dans sa bulle, il écoute. Il pose de bonnes questions. Pas de tweets. Il n'a pratiquement pas tweeté du tout. Pas de drame. Il a été un excellent président en temps de guerre. J'ai dit hier soir que Trump et Bibi, c'est comme Roosevelt et Churchill. Je veux dire, ce sont les 2 bonnes personnes pour affronter ce mal, pour affronter le mal. Attendez, de quel mal parle-t-il? De celui que nous encourageons ou de celui qu'il est parti chercher? Mais bon sang, je veux dire, réagissez à ça. Eh bien, vous savez, apparemment, ils vont rebaptiser l'une des bases navales de Caroline du Sud en l'honneur de Lindsey Graham. Je pourrais faire quelques blagues très crues sur la façon dont ils vont la réaménager, mais je garderai ça pour plus tard. Mais ça vous donne une idée de la reine des faucons de guerre, à qui nous accordons des funérailles d'État. J'ai reçu des réactions de certains milieux conservateurs. Ils m'ont dit, écoutez, il est mort. Il faut le reconnaître et le respecter. Et moi j'ai répondu, non. Cet homme est davantage responsable de meurtres, de morts et de chaos dans le monde.
d'enfants morts, de femmes mortes, de civils morts, d'êtres humains morts qui n'auraient jamais dû mourir, que n'importe quel sénateur dans l'histoire américaine. C'est une honte damnable pour l'héritage des États-Unis d'Amérique. Il couvre de honte tous les Américains par les guerres qu'il a soutenues, par les guerres pour lesquelles il s'est prostitué, par les guerres dans lesquelles il a entraîné le monde. C'était l'un des êtres humains les plus dangereux à avoir jamais occupé une position de pouvoir. Alors sa mort aurait dû être, ses funérailles aujourd'hui auraient dû être, le moment où nous mettions l'État profond 6 pieds sous terre. Mais au lieu de ça, ils s'en servent. Et l'État profond s'en sert comme prétexte pour ressusciter une fois de plus tous les pires instincts et les pires pulsions horribles que Lindsey Graham a représentés, personnellement, professionnellement et publiquement aux yeux du monde. Et espérons que le président Trump choisira la voie saine et lucide, plutôt que la voie délirante, ivre et dangereuse que Lindsey Graham a représentée toute sa vie, qu'il a incarnée, individualisée et manifestée. Nous devons revenir à l'Amérique de la République, pas au gouvernement du sénateur Lindsey Graham. Eh bien, je ne pourrais rien ajouter à ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec tout. En fait, j'aurais peut-être pu y ajouter quelques jurons, mais je ne vais pas le faire non plus maintenant. On va s'en tenir là. Merci beaucoup d'être venu. Et au fait, dites-moi s'il reste encore des billets. Dans seulement quelques jours, nous serons à Chattanooga, dans le Tennessee, où le 1776 Law Center organise une conférence. Votre serviteur y sera, avec Robert Barnes, Larry C. Johnson, Alexander Mercouris, que nous avons déjà reçu ici, et tout un tas d'autres personnes. Dites-nous un peu ce que vous attendez de cette conférence. Et est-ce qu'il reste des billets? Oui, quelques personnes ont dû annuler, donc il reste quelques billets. 1776lawcenter.com. C'est un événement sur 2 jours. C'est une collecte de fonds pour le 1776 Law Center, qui soutient des dossiers et des causes d'outsiders, ainsi que des affaires et des causes de lanceurs d'alerte. Il y a notamment, vous savez, Brooke Jackson et la Dr Bowden dans le domaine MAHA, mais aussi des gens comme Jim Webb et Joe Kent dans le domaine militaire. Amos Miller, l'agriculteur Amish, les jeunes de Covington. Bref, tout ce que vous voulez. La liberté alimentaire, la liberté médicale, la liberté financière, la liberté politique. Des causes devant le tribunal de l'opinion publique, comme devant les tribunaux. Et c'est leur principale collecte de fonds. Ce sera une conférence de 2 jours, samedi et dimanche de ce week-end, à Chattanooga, dans le Tennessee. Plus d'une douzaine d'intervenants, dont bien sûr Daniel Davis, Larry Johnson, Alexander Mercouris et Alex Christoforou, qui viendront de Londres comme de Chypre. Jim Webb sera là. Chase Hughes est passé plusieurs fois chez Joe Rogan pour expliquer comment repérer, détecter et déjouer une opération psychologique de type CIA. Greg Hartley et Scott Rouse, de Behavior Panel, viendront aussi. La Dr Bowden et Brooke Jackson, du mouvement MAHA, seront présentes. Michelle Renaud et Amy Miller, du mouvement MAHA, viendront également. Richard Barris, le sondeur, viendra en parler. Donc, on parlera des options indépendantes et des partis tiers. Où en est le public américain sur ces lignes de front de la liberté? Et nous discuterons des moyens de réformer la communauté du renseignement et l'armée et de restaurer la République constitutionnelle à l'ère moderne. Alors, si vous voulez venir, rendez-vous sur 1776lawcenter.com et nous serions ravis de vous y voir. Franchement, si j'étais pas déjà sur le panel, je paierais pour aller voir ça. Ça a l'air super. Nous encourageons vraiment les gens à aller y jeter un œil. Et j'imagine que vous publierez du contenu après. Donc les gens devraient suivre ça aussi. Absolument. Parfait. Nous avons hâte de vous y voir dans quelques jours. Et peut-être que certains d'entre vous qui nous regardent en ce moment, nous y verrons tous aussi. Nous avons hâte de vous y voir. Et nous vous retrouverons tous dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive.
all of you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.